Bon, on va démarrer. Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau live Parlons Finance. J'aurai le plaisir d'animer ce live avec mon associée, Hélène Barrousset. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Bermond, dirigeant de la société EOS Allocation. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir à tous. Dans un premier temps, donc, je vous propose de faire un point rapide sur le partenariat que nous avons avec EOS Allocation. Et ensuite, je laisserai la main à mon associé qui animera la seconde partie donc, de la conférence sur l'actualité des marchés financiers. Et je pense que l'actualité étant dense, on aura une conférence très intéressante sur le contenu ce soir. Alors, petit point de rappel sur le Centre du patrimoine. Bon, tout le monde nous connaît, mais c'était bien de faire un petit focus et un petit rappel. Donc, on est acteur de la gestion privée depuis 20 ans, puisqu'on a créé la structure avec Hélène en 2001. Aujourd'hui, c'est plus de 350 familles qui nous font confiance. On reste une société familiale, avec un actionnariat purement familial. Pas de banquier, pas d'assureur au sein du capital, ce qui est de plus en plus rare dans notre univers. Je crois que ce qui nous fait les points forts, en tous les cas depuis 20 ans, ou en tous les cas là où notre ADN est ancré, c'est sur la proximité, la réactivité qu'on peut avoir et la stabilité dans la relation. Je crois que certains de nos clients, je vois que certains participants de certains de nos clients ont plus de 20 ans aujourd'hui de relation avec nous. Alors, le focus partenariat avec EOS Allocation, c'était important de revenir sur nos liens. On a fait le choix donc de travailler avec EOS Allocation et plus particulièrement depuis 2016, puisque nous avons mis en place des profils dédiés, que ce soit à la fois pour les produits que nous avons, que nous proposons, les solutions d'investissement et les profils de risque que nous adaptons en fonction de nos clients. Pour nous, EOS Allocation, au sein du groupe Centre du patrimoine, c'est le pôle de recherche financière. En fait, c'est une société qui nous fournit de la data financière et qui nous fait des points macroéconomiques réguliers. Ils nous font également des reportings sur les fonds et les gérants. Aujourd'hui, EOS Allocation, c'est près de 300 rencontres par an. Alors, un petit peu moins depuis un an physiquement, bien sûr. Oui, mais du coup, on est plus monté à 400 du coup. Ah voilà, donc vous voyez, des rencontres gérants, donc aujourd'hui c'est des reportings réguliers, des échanges que peut avoir EOS Allocation. Ça nous permet à nous d'avoir une concentration en fait d'idées, une concentration d'informations qui nous permet d'être plus efficace, plus rapide et d'informer nos clients et d'être le plus performant possible avec nos clients. Ensuite, c'est également un comité trimestriel d'allocation auquel nous participons, auquel nous débattons, nous échangeons en fonction bien évidemment des profils de risque de nos clients et également de la situation économique et des choix que nous ferons avec nos clients. Et tout cela, bien sûr, sans aucun surcoût pour nos clients, puisqu'aujourd'hui, c'est un service mis en place, que nous avons décidé de mettre en place avec Hélène au sein de la structure. Et aujourd'hui, bien évidemment, ce service, finalement, c'est une valeur ajoutée qui vous accompagne au quotidien, qui est transparent pour vous et qui nous permet d'être, nous, plus performants dans votre suivi financier, dans vos allocations. Il est temps de laisser la main à Hélène pour animer la seconde partie donc, de la conférence qu'elle va animer donc, avec Pierre Bermond, le dirigeant d'EOS Allocation. Dans un premier temps, si vous le permettez, je vais laisser Pierre se présenter rapidement, si ça te va, Pierre, pour expliquer un petit peu ton historique. Et après, là, on démarrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire vraiment le point macro. Très bien, merci Hélène. Donc effectivement, moi je suis Pierre Bermond, je suis associé fondateur de EOS Allocation. EOS Allocation, c'est une société de conseil en allocation d'actifs et sélection de fonds. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? L'allocation d'actifs, en fait, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans votre portefeuille? C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre plutôt des actions américaines, des obligations émergentes, des actions françaises, des petites capitalisations, des grandes capitalisations? Et ensuite, on va sélectionner les fonds d'investissement qui vont être le plus à même de supporter cette allocation d'actifs. Parce que, vous le savez, dans vos assurances vie, on est investi essentiellement en fonds d'investissement. Et donc, nous, on va les sélectionner, ces fonds d'investissement. Quelque chose de très important à retenir, c'est
on va d'abord parler des fonds. On va d'abord parler de l'allocation d'actifs avant de parler des fonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, vous pouvez entendre oui, mais celui-là, c'est un bon fonds. Pour nous, un bon fonds, si vous voulez, ça n'a pas de sens en soi. C'est-à-dire que je peux vous dire, il y a des très bons fonds de technologie américaine, mais si on ne privilégie pas la technologie américaine en ce moment, eh bien, finalement, ça ne sert à rien. Donc ça c'est vraiment important de le comprendre. C'est d'abord l'allocation d'actifs et ensuite les fonds. Donc c'est notre métier premier. Bien entendu, comme Jean-Olivier l'a dit, on est complètement indépendant des sociétés de gestion ou des plateformes. Ça aussi, c'est super important parce que ça veut dire que on n'a rien à vendre si ce n'est de faire de la performance pour vos portefeuilles. Voilà un petit peu la présentation que je pouvais faire. Donc c'est bon, j'ai eu il y a que toi qui les entendais, donc déjà ça c'est déjà pas mal. Personne d'autre t'entend, donc ça c'est déjà, tout le monde t'entend clairement sans avoir d'interférence. Donc très bien, donc on va passer si ça te va au point macro. Donc moi aujourd'hui, disons nous aujourd'hui au niveau du cabinet, on a beaucoup de clients qui nous posent forcément la question. Aujourd'hui, pourquoi par rapport à la situation économique que l'on peut connaître, c'est pourquoi les marchés montent autant. Donc voilà, ça c'est une des questions premières, j'ai envie de dire aujourd'hui que nous pouvons avoir. Ok, très bien. Donc effectivement, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que les marchés montent autant? On l'a vu depuis notamment le point bas du mois de mars, donc il y a quasiment un an, les marchés ont extrêmement rebondi. Donc, tout d'abord, il faut voir que les perspectives de rebond de l'activité sont importantes. Alors, c'est vrai que là, pour l'instant, on peut trouver ça un petit peu bizarre parce qu'on se dit, attendez, on est encore confiné. Certes, on a rebondi, mais on est encore à 95% du niveau d'activité pré-crise. Et 95%, ça veut quand même dire 5% de récession. Donc ça, c'est encore problématique. Mais en fait, il y a eu des relances monétaires et fiscales tellement importantes que finalement l'activité rebondit. Pensez quand même qu'aux États-Unis, on a eu un premier paquet de Donald Trump de 900 milliards, puis ensuite celui de Joe Biden de 1900 milliards, et maintenant on parle d'un projet d'infrastructure de 2300 milliards. Donc là, les zéros donnent le vertige. Donc il y a un soutien monétaire et fiscal, ne pas oublier le soutien monétaire, c'est-à-dire que les banques centrales maintiennent des taux très bas, qui est ultra important. Et ça fait dire quoi? Ça fait dire qu'on va avoir un rebond économique très puissant, et très puissant, pas que sur 2021, ça devrait continuer sur 2022-2023, parce que, bien entendu, les 4 000 milliards à peu près dont je parlais, c'est pas tout de suite, c'est dans le temps. Un projet d'infrastructure, c'est sur des années et des années. On construit pas un pont, je prends les ponts puisque vous le savez peut-être, aux États-Unis, il y a un état lamentable des ponts, et notamment les plans d'infrastructure sont pour reconstruire les ponts. Donc, il faut du temps. Et regardez ici, ce que je vous ai mis, ce sont les indicateurs avancés. Alors, c'est quoi les indicateurs avancés? Nous, on regarde un petit peu la macroéconomique comme ça. C'est-à-dire, on se dit où va la croissance dans les mois à venir. Les indicateurs avancés, ce sont des indicateurs qui ont un caractère prédictif sur le cycle. Prédictif, ça veut dire quoi? Pour vous expliquer, le mieux, c'est de vous parler de l'immobilier. Dans l'immobilier, vous avez l'activité dans le neuf. C'est quoi? C'est les ventes de logements. Eh bien, en amont, vous avez les permis de construire et encore en amont, les mises en chantier et encore en amont, les permis de construire. Si on a une hausse des permis de construire, on va avoir une hausse a priori des mises en chantier, et sauf à ce que les promoteurs se soient complètement plantés, on va avoir justement une hausse de l'activité. C'est un peu la même chose. Un peu la même chose sur les indicateurs avancés. Je pourrais donner un autre exemple. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de Toulousains dans l'assistance, donc je vais parler des carnets de commandes. Les carnets de commandes Airbus, on connaît, puisque le carnet de commandes se gonfle. Ça veut dire que on va avoir de l'activité future. Alors, c'est peut-être pas un super exemple en ce moment, puisque le carnet de commandes s'est dégonflé avec la crise sanitaire. Donc, mais dans l'idée, c'est ça. Eh bien, regardez. Ici, vous voyez en haut, c'est l'activité globale. Vous voyez qu'en orange, on a le PIB, c'est-à-dire l'activité réelle. En vert, on a les indicateurs avancés. Eh bien, regardez, ça rebondit fortement. Donc, on a quand même ce rebond qui est puissant, qui veut dire que dans les mois à venir, on va avoir une croissance qui risque d'être forte, voire très forte. En Europe, eh bien, on a eu, vous le voyez, ce qu'il faut regarder, c'est la fin du graphique. On a eu les indicateurs avancés qui sont retombés. Pourquoi? Parce que on a eu le reconfinement, mais c'est en train de remonter.
Si je montre ici les États-Unis, vous voyez que globalement, même si, alors c'est volatile, hein, mais la tendance, elle est très claire. Elle est, et notamment avec la réouverture de l'économie américaine qu'on a en ce moment, elle vous dit, on va remonter et on va remonter de manière forte. J'ai une Pour les question. pays émergents, oui. J'ai une question. On me dit, n'y a-t-il pas justement par rapport à ce que tu expliques, tous les emprunts d'État, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inflation monétaire avec justement ces énormes emprunts d'État et en particulier européens? Oui, alors je vais y revenir juste après, puisque en fait, j'ai bien vu je suis sur les questions, j'ai bien vu et je vais y revenir juste après. Mais tu as raison de me couper, Hélène, parce que des fois, j'ai du mal. Enfin, je peux pas faire les deux en même temps. Alors, sur les pays émergents, vous voyez que c'est un petit peu plus contrasté. Regardez la Chine. La Chine, on est ici en bas à droite. Et sur la Chine, finalement, on est en train de rebaisser, ça s'essouffle un petit peu. Mais c'est tout à fait normal. La Chine est ressortie de la crise sanitaire bien avant nous. Donc, elle a rebondi bien avant nous. Et là, ça s'essouffle un peu parce qu'on était sur des niveaux qui étaient très élevés. J'aime beaucoup ce graphique parce qu'il vous montre en fait, OK, on a baissé de combien en 2020 et on est en train de remonter de combien en 2021. Enfin, en prévision, bien entendu. Et vous voyez qu'il y a 3 groupes de pays. Il y a des pays, Espagne, Royaume-Uni, Italie, où globalement, la somme des deux, c'est encore très négatif. On est entre -3 et -5 sur les deux. On a un groupe, allez, je mets la France, j'essaie d'être un peu positif, je mets la France dedans, qui globalement, ça va être neutre. France, Allemagne, Japon. Et on a des gagnants, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, et notamment la Chine qui est le grand gagnant de cette crise. Les États-Unis, j'ai envie de vous dire, c'est un peu à crédit aussi. Alors, en Europe, on est d'accord aussi, mais quand on met autant d'argent sur la table, c'est normal qu'on rebondisse de manière forte. En tous les cas, ce sont les prévisions de marché aujourd'hui. Et maintenant, il y a 2 choses vraiment sur lesquelles je voudrais insister. La première, c'est la confiance des consommateurs. Et la deuxième, c'est l'inflation. Donc, Sandrine, je vais y venir justement sur votre question. La première, le premier point, c'est la confiance des consommateurs. La confiance des consommateurs, vous voyez qu'elle est quand même pas revenue. La confiance des consommateurs, c'est aussi un indicateur avancé. Donc, c'est très, très important. Et en ce moment, dans cette phase du cycle, c'est encore plus important. Pourquoi ? Mais parce que, regardez ce qu'on a. On a une surépargne qui a été faite pendant la crise du Covid qui est énorme. On parle d'à peu près 7,2% du PIB aux États-Unis, c'est-à-dire un excès de 1500 milliards de dollars. Globalement, vous avez, allez, je vais exagérer, mais pas tant que ça, 5% du PIB mondial qui attend qu'une chose, c'est qu'on soit déconfiné pour justement être consommé. Alors, une partie ira dans l'épargne, et c'est pas Jean-Olivier et Hélène qui ils sont plutôt contents de ça, parce que ça veut dire que vous allez en général apporter des capitaux pour votre patrimoine, mais une autre partie, et il faut le souhaiter, c'est-à-dire que ça serait pas une bonne nouvelle si on thésaurisait, encore une fois, hein, une partie va être consommée. Donc, je vous dis peut-être après le 15 mai, je suis peut-être un peu optimiste, mais après le 15 mai, réservez vos restaurants parce que je pense que jusqu'à juillet, ça risque d'être complet. Mais encore une fois, je suis peut-être un peu trop optimiste. Donc ça, c'est super important. Et cette épargne ne pourra être consommée que si on a cette retour du confiance du consommateur. Et vous voyez qu'en zone euro, la confiance du consommateur, on est loin de revenir à des niveaux élevés. C'est normal, on le vit tous au quotidien, on est confinés, on travaille de manière différente, on est les uns sur les autres en permanence. Donc, la confiance du consommateur, elle n'est pas là. Or, un consommateur qui consomme, c'est un consommateur heureux. Si on a un consommateur qui a un point d'interrogation sur est-ce que j'aurai mon emploi dans 6 mois, dans un an, est-ce que je vais avoir une hausse de mes revenus dans 6 mois, dans un an, il ne consomme pas. Il faut qu'il soit heureux, détendu et qu'il aille consommer. Donc, la confiance du consommateur, c'est quelque chose qu'on regarde effectivement de très près. Deuxième chose qu'on regarde de très près, c'est l'inflation. L'inflation, vous le voyez ici, on regarde en général sur l'inflation 2 indicateurs. On regarde en bleu l'inflation totale. Donc, c'est l'inflation classique, c'est ce qu'on appelle l'indicateur des prix à la consommation. Et en rouge, l'inflation hors alimentation et énergie. Donc, on enlève en fait les composantes les plus volatiles de l'inflation et on enlève, je dirais, des composantes qui ne dépensent pas de notre pays. Parce que l'énergie et l'alimentation, c'est sur les marchés mondiaux. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le transport, est-ce que le logement coûte plus cher ? Donc, globalement, est-ce que j'ai une surchauffe dans mon économie ?
ce que vous constatez, c'est que l'inflation est en train de remonter. Même chose aux États-Unis, même si c'est un peu moins franc, mais on avait beaucoup moins baissé. Et là, autant vous dire que chez les gérants d'actifs, le consensus est assez fort pour dire on va avoir une reprise forte l'an prochain, cette année et l'an prochain. En revanche, sur l'inflation, les gens sont très, très partagés. Vous avez des gérants qui vous disent « Ouais, mais regardez ce qui s'est passé en 2009, on a mis beaucoup d'argent et finalement, l'inflation n'est jamais revenue. » De plus, on a un vieillissement global de la population, notamment en Asie et en Europe, qui fait que c'est déflationniste et donc il ne va pas y avoir de montée de l'inflation. Et il y a une autre partie, dont fait partie EOS Allocation, qui dit, vu l'argent qu'on a mis dans l'économie, vu maintenant, on a fait l'hélicoptère monnaie. C'est quoi l'hélicoptère monnaie? C'est les Américains, ils ont reçu des chèques directement pour dépenser. D'accord? Alors, petite anecdote, sur les moins de 35 ans, ils estiment qu'ils vont mettre 40% de ça pour jouer sur les marchés financiers. Et je dis bien jouer. Voilà, c'est ce que vous avez vu. Vous avez peut-être vu des reportages sur GameStop, sur des choses comme ça, ou sur Robinhood. Globalement, on joue à la bourse. C'est-à-dire que vous avez des applications, c'est un peu comme quand vous jouez à Candy Crush, c'est-à-dire que vous gagnez un pari, ça vous met des petits feux d'artifice partout et vous avez gagné $10. Donc, c'est aussi quelque chose qui est à noter dans les marchés. Je ferme la parenthèse. Et on pense que justement, vu la montagne d'argent qui a été mise sur les marchés, il va y avoir un retour de l'inflation. Du moins, il faut faire attention à ce retour de l'inflation. Et ne penses-tu pas, par contre, que l'inflation peut être différente entre les États-Unis et l'Europe, justement, par rapport à ce que tu viens de dire? Alors, tout à fait. Les craintes inflationnistes, elles sont sur les États-Unis. Clairement, avec une reprise forte, elles ne sont pas en Europe. On le voit pas trop en Europe. Mais attention, parce que souvent, ce qui fait bouger les marchés, c'est ce qu'on n'attendait pas. Donc, attention aussi, attention à ça. Donc, sur l'inflation, il peut y avoir derrière deux scénarios. Je vais essayer de pas trop être technique, mais on peut avoir une remontée de l'inflation et des banques centrales qui disent c'est pas grave, on maintient les taux bas. Et donc ça serait des taux qui resteraient à 0 et une inflation par exemple à 3%. Ça voudrait dire des taux d'intérêt réels très négatifs. Donc taux d'intérêt réel, c'est le taux moins l'inflation, donc ça veut dire que là on serait à moins 3. Ça c'est positif pour une classe d'actifs, c'est l'or et les mines d'or. Et globalement, c'est une façon de gommer la dette. Parce que si on y réfléchit, les États vont pouvoir continuer à emprunter à 0, mais l'inflation va les grignoter le stock de dette. Deuxième possibilité, les marchés, à un moment donné, les gens ne sont pas fous, ils ne vont pas investir à moins 3% en réel, donc les taux vont remonter. Et ça, c'est un bras de fer entre la Banque centrale et le marché. Globalement, la Banque centrale, Christine Lagarde, elle a dit, alors je vous fais la traduction, bien entendu, elle n'a pas dit ça comme ça, mais elle a dit, vous voulez que les taux remontent? Venez jouer, j'ai tellement de munitions que jouez pas avec moi. Donc, il y a un bras de fer entre le marché et la Banque centrale. Si les taux venaient à remonter, là, on aurait un vrai souci. Parce que les États sont extrêmement endettés, ils ne pourront pas supporter une hausse des taux, mais contrairement à ce que j'entends beaucoup dire, ce n'est pas eux qui décident, c'est le marché, et les banques centrales, bien entendu. Mais le marché, quand même, dans sa globalité, est bien plus puissant que la Banque centrale, même si la Banque centrale est l'acteur majeur. Et ça poserait un problème aussi sur les valorisations des actions, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'actions par dépit aussi. Parce que vous allez voir un allocataire d'actifs comme moi, un conseiller en gestion de patrimoine comme Jean-Olivier ou Hélène, il va vous dire aujourd'hui, des fonds prudents, des fonds obligataires, ça rapporte plus rien. Donc, autant faire un peu d'action. Donc voilà, mais si les taux remontaient, ça serait un peu une autre histoire. Donc voilà. Donc on regarde quoi? On regarde principalement la confiance du consommateur et l'inflation. Et ça donne quoi au final? C'est-à-dire que quand on regarde notre tableau macroéconomique, où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire que quelles sont les classes d'actifs à privilégier en fonction de la croissance et l'inflation dans les mois à venir? On pense qu'aux États-Unis, comme tu viens de le souligner, Hélène, les craintes inflationnistes sont plutôt aux États-Unis. La zone euro, on est en train d'y arriver. Pour vous donner la dynamique de ce graphique, avant, on était beaucoup plus en haut à gauche. D'accord? Et on est en train d'aller vers la droite, avec quand même l'Europe et les émergents qui baissent un peu. Vous l'avez vu dans les diapositives préliminaires, enfin, c'était pas en introduction, mais dans les premières, que les indicateurs avancés sont quand même un peu moins bons dans les émergents et en Europe. Donc, globalement, aujourd'hui, il faut toujours faire des actions
des actions cycliques, des matières premières, de l'immobilier. Donc, ce qu'on appelle en général le style value, c'est-à-dire des actions qui ont été délaissées, des actions très cycliques, qui aujourd'hui valent pas trop cher. Mais d'accord, donc dans le coup, ok, faut plus. Mais justement, le marché est-il pas trop cher aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu auparavant au préalable? Alors, je veux pas complètement déflorer le sujet et donner la conclusion, mais je vous le dis quand même, aujourd'hui, selon beaucoup de métriques du marché, on est dans les 1% les plus chers de l'histoire. Donc là, vous allez me dire, bon, ben c'est bon, on arrête le webinaire, c'est bon, ça sert à rien d'investir. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Pourquoi je vous montre plusieurs indicateurs. Ici, c'est ce qu'on appelle le Buffett Indicator. C'est quoi? C'est un indicateur qui est pas mal utilisé par Warren Buffett et qui vous montre en fait la capitalisation totale de toutes les actions mondiales divisée par le PIB mondial. Donc, ça veut dire que la richesse financière par rapport à la richesse économique, on est au top depuis 2007. Ah, quand on vous parle de 2007 ou de 2000, c'est jamais très, très bon. Donc, attention. Un deuxième indicateur, alors celui-là, il est un peu technique. Donc, j'espère, voilà, si je vais essayer de pas trop être technique, mais quand même, je le trouve très intéressant. Donc, globalement, cet indicateur, il est en bleu, vous voyez, et plus on est bas, plus c'est cher. Ok? Donc, regardez, il a eu des points bas en 1928. Aïe, pas une bonne année, ça. En 2000, comme je vous l'ai dit, quand on parle de 2000, c'est jamais bon. Et aujourd'hui. Et en rouge, vous avez quel a été le rendement des actions sur les 10 années suivantes. Donc, c'est pour ça que la ligne rouge s'arrête en 2011 à peu près. Puisque en 2011, 2021. Mais je ne peux pas avoir 2012 puisque je n'ai pas encore 2022. Globalement, ce que ça vous dit, c'est que le rendement attendu sur les 10 prochaines années, vu les niveaux des actions, c'est moins 5% par an. Là, vous allez dire, deuxième idée pour arrêter le webinaire, c'est bon, ça ne sert à rien de faire des marchés financiers. Mais, et donc là, c'est le PE, c'est encore, donc le PE, c'est l'indicateur le plus traditionnel. Là, je vous montre, on est sur toutes les zones, États-Unis, Europe, émergents, on est au plus haut depuis 15 à 20 ans en termes de valorisation. Mais, si on attend un rebond économique très fort, ça veut dire que les bénéfices vont être très forts et donc, naturellement, ces niveaux de valorisation vont redescendre. C'est-à-dire que là, on a des niveaux de valorisation instantanés qui sont élevés parce qu'on attend un rebond très fort. Donc déjà, il faut un peu nuancer ça. Et également, il faut le nuancer parce que la prime de risque, c'est-à-dire si je compare le rendement attendu sur les actions par rapport au rendement attendu sur les obligations, à savoir 0 en Europe, la prime de risque, elle est toujours élevée. La prime de risque, elle vous dit, faites des actions. Donc, j'ai des indicateurs qui me disent, courez, fuyez, il ne faut absolument pas faire d'actions. Et j'en ai d'autres qui me disent, non, c'est toujours intéressant de faire des actions. Parce qu'on est dans un environnement très particulier de taux de rendement à 0. D'accord? Taux de rendement obligataire, je parle. Donc, tu es en train de me dire que de toutes les manières, vu que le marché est quand même très particulier à l'heure actuelle, il faut vraiment être accompagné. Parce que là, ce n'est pas comme tout, je dirais, je ne vais pas acheter et ça va monter forcément. Non, là, il faut vraiment justement une allocation d'actifs et qui soit suivie. Tout à fait. Et je pense que l'erreur, je vais essayer de vous le montrer juste après. Je rebondirai sur ce que tu viens de dire, Hélène, là, d'ici 2 slides. Regardez, voilà. En fait, donc ça, ok, c'est un peu du pari match, mais je trouve qu'on comprend très bien. Premier graphique, vous comparez le Nasdaq, donc les grandes, voire très grandes capitalisations américaines, technologiques, par rapport au Russell 2000. Russell 2000, c'est plutôt des petites à moyennes capitalisations américaines et plutôt value. Le value, c'est quoi? Dans le value, vous allez trouver le transport, l'automobile, la finance. C'est des secteurs qui sont plutôt délaissés. Eh bien, vous voyez, quand on voit ça, c'est qu'en fait, tout ce qui est valeur technologique ou le style croissance, le style croissance que vous voyez juste après, growth versus value, c'est la croissance versus la value. Le style croissance, il est très cher. Donc, en fait, de dire que le marché est cher dans sa globalité, c'est faux. Quelque part, j'ai dit une bêtise. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce marché qui peut paraître facialement cher, vous avez des choses qui sont, à notre sens, très chères. Nous, Tesla, ça nous semble incohérent. Les valeurs technologiques,
l'intelligence artificielle, des choses comme ça, il y a des choses qui sont très très chères. Il y a des choses intéressantes, mais il y a des choses très chères. Donc en fait, il faut faire attention. Est-ce que ces technologies vont être les technologies du futur? Oui. Est-ce que ça va changer notre monde dans les 20 à 30 prochaines années? Oui. Mais si je le paye 10 fois trop cher, je ne gagnerai jamais d'argent. Donc c'est bien ça qu'il faut regarder. Donc à l'intérieur de ce marché, vous avez les actions de style croissance. Donc là-dedans, je mets la technologie, je mets aussi la consommation de base. Nestlé, Danone, c'est aussi très très cher. Je mets le luxe. Désolé Bernard Arnault et désolé notre champion français, puisque LVMH est quand même la première capitalisation européenne. Alors, ça reste un nain par rapport à nos amis des GAFA. Hein. C'est à peu près 250 milliards par rapport à 2500 milliards. Donc voilà, 2000 milliards. Donc c'est quand même c'est pas la même, on joue pas dans la même cour d'école. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce marché qui peut paraître cher, il y a des opportunités. Et nous, les opportunités, on pense qu'elles sont notamment sur le style value. Alors attention, le style value, c'est très cyclique. Hein. Quand je vous dis automobile, finance et ainsi de suite, si on n'a pas de grande reprise économique 2021, 2022, 2023, ça va redescendre. Hein. C'est pas un miracle. Mais les niveaux de valorisation sont tels qu'on peut penser que ça va continuer. Du moins, c'est notre idée. Alors, là aussi, hein, avant d'introduire cette diapositive, qu'on soit clair, quand on est allocataire d'actifs, le pilier de la construction de portefeuille, c'est la diversification. Donc, je ne vous dirai jamais de tout mettre sur le value européen ou, à l'inverse, de tout mettre sur l'intelligence artificielle ou la biotech ou ainsi de suite. Ce serait de la folie. Alors, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez aussi vous ruiner. Donc, c'est une diversification de portefeuille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et vous le verrez après, on dit oui, il faut faire du value, mais il ne faut pas oublier le digital et la santé. Et regardez, depuis le début de l'année, le value a une très, très belle performance, mais le digital aussi. Donc, il faut pas, voilà, il faut savoir raison garder. Là, ça vous montre, je vais passer ce slide, il est un petit peu technique. Là, c'est le. Bon, je pense qu'il y a des chefs d'entreprise dans l'audience. Vous savez, souvent les sociétés se vendent en multiples d'EBITDA ou en français en multiples de BE. Ben là, ça vous dit quoi? Ça vous dit que quand vous avez la même entreprise, il y en a une qui est cotée, elle se vend 8 fois et demi. Vous avez la même non cotée, c'est-à-dire dans le private equity, elle se vend 10 fois et demi. Il y a 30% de différence entre les deux. Donc, les petites capitalisations nous paraissent intéressantes parce que, c'est en général une classe d'actifs qui performe bien dans une phase de reprise économique. On est exactement là-dedans. Et 2, c'est pas cher. Alors, pas dans l'absolu, hein, tout est cher en ce moment. Mais c'est pas cher en relatif par rapport au private equity. Et c'est pas cher. Là, ce que ça vous montre par rapport aux grandes capitalisations. Je vous montre sur un autre graphique. Ici, en bleu, vous avez en bleu la prime des petites capitalisations par rapport aux grandes. Bah, vous voyez que là, on n'est pas en prime. On est plutôt en discount. C'est-à-dire que c'est moins cher une petite capitalisation qu'une grande. Normalement, c'est l'inverse. Hein. La petite capitalisation, sachant qu'il y a plus de croissance, il y a plus de liquidité, ça a toujours une prime par rapport aux grandes. Bah, là, on n'est pas en prime. Troisième intérêt, c'est que regardez, ce qui est le vert, le rouge, c'est quoi? C'est les flux. Les flux d'investissement dans les petites capitalisations. On a eu, alors en plus c'est rouge, c'est un bain de sang de fin 2017 à 2020, l'été 2020. Maintenant, les flux reviennent. Et sur cette classe d'actifs, les flux sont très importants. Donc, on pense que les petites capitalisations sont aussi un investissement intéressant. Vous voyez, sur quelque chose que je vous disais au départ, c'est hyper cher. Oui, mais il y a des choses qui sont intéressantes à l'intérieur. Ce que tu voulais dire, en fait, c'est que toutes les petites capitalisations avaient été complètement délaissées, on est bien d'accord, depuis 2017. En fait, les investisseurs ne s'y en intéressaient plus, en fait, c'est ça? C'est même pas qu'ils s'y intéressaient plus, c'est qu'ils les ont largement vendus. Ouais. Et alors ça, je suis content que tu poses la question, et notamment devant un public d'investisseurs finaux. Ça, c'est exactement ce pourquoi, dans les documents que vous signez, il y a marqué « Les performances futures ne préjugent pas des performances passées ». Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? 2015, les petits capis, c'était plus 20, voire plus 25. 2016, plus 20. 2017, plus 20. Il y en a plein qui ont commencé à dire investissez sur les petits capis, regardez, ce fonds, il fait 20% par an. Et c'est là que le pire, c'est que c'est là que les flux sont arrivés. Si vous regardez, le pic des flux, c'est juste avant que ça baisse. Hein. Le pic des flux, il est un petit peu avant, enfin juillet pour décembre. Et en fait, derrière, ça a plutôt fait moins 20. Donc en fait, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est vrai. Et c'est autant vous pouvez regarder les performances passées sur 50 ans, 30 ans, 100 ans. Là, c'est un rythme de croisière. Mais regardez les performances sur les 3 dernières années, ça n'a pas de sens.
Voilà. C'est bien de le rappeler quand même. Vous devez peut-être le voir à chaque fois. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la gestion de patrimoine le disclaimer, c'est dire attention, on prend des principes réglementaires pour vous dire attention, faites attention aux performances que vous voyez, mais ça a un intérêt. Maintenant, si on va sur le crédit. Alors, le crédit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle le crédit Alors, je suis désolé, hein, j'essaye de le moins possible d'utiliser du jargon, mais oui, dans notre métier, on a du jargon, on utilise des anglicismes. Voilà, les gens aiment bien se faire mousser à utiliser plein d'anglicismes. Et c'est pas Hélène qui me dira le contraire. Le crédit, c'est quoi? Ce sont les obligations d'entreprise. D'accord? Donc, on appelle ça on distingue dans les obligations ce qu'on appelle le souverain, les États, et le crédit, ce sont les entreprises. Là, je vous ai mis ici le surrendement qu'offrent les obligations d'entreprise high yield. Donc, high yield, c'est quoi? En français, c'est haut rendement. Tout le monde a envie d'avoir du haut rendement. Le problème, c'est que haut rendement égale haut risque. C'est-à-dire qu'en général, c'est sur des entreprises à la solvabilité médiocre. Médiocre, ça veut juste dire un peu en dessous de la moyenne. C'est pas non plus horrible. Attention, Picard surgelé, c'est du high yield. Groupe Casino, c'est du high yield. C'est pas des petites boîtes non plus. Ce que vous constatez ici, c'est qu'il y a eu une opportunité réelle. Il y avait des rendements qui étaient très élevés. C'est fini. C'est-à-dire que là, on est revenu sur des niveaux. On est revenu sur cet écart de rendement, sur cette prime qu'offrent les obligations d'entreprise à yield, au même niveau que janvier 2020, avant la crise sanitaire. Donc, ça veut dire, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y aura pas de problème sur les entreprises. Nous, on trouve que, pourquoi pas, mais en tous les cas, je n'ai pas envie de le prendre, ce risque-là. Autant aller le prendre sur les actions, on n'a pas envie d'être là-dessus. Encore une fois, on est dans la diversification, donc il y en aura un petit peu, mais à dose homéopathique. Donc, pour ce que tu disais, justement, pour revenir à ton premier graphique, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu privilégierais plus donc toute la partie action que plus la partie obligation, parce que tu estimes que le risque est aussi grand, voire même plus grand, qu'à l'heure actuelle, que d'aller sur des actions, en fait. Tout à fait. Alors, si ce n'est peut-être une exception près, ce sont les obligations émergentes qu'on trouve toujours intéressantes dans ce contexte, mais parce que là, une obligation émergente, ça vous donne du 5 à 8% de rendement. Selon qu'on est en devise locale, en dollars, 5 à 8%. On n'est pas en train de parler sur du simple B où j'ai du 3,5. Et du simple B, attention, simple B, historiquement, c'est à 5 ans, 25% de taux de défaut. Ça veut dire qu'un quart des entreprises, au bout de 5 ans, auront fait défaut. Tu peux rappeler vite fait la classification, peut-être pour nos clients qui c'est peut-être pas forcément très clair, rapide. Alors, on a effectivement des agences de notation qui notent les sociétés et les États sur leur solvabilité. La solvabilité, c'est quoi? C'est le rapport entre l'endettement et les flux de trésorerie que je peux générer pour justement rembourser. C'est est-ce que je suis capable de rembourser? Vous avez deux grandes catégories. Je vais prendre l'agence de notation qui est la plus connue, qui est S&P, Standard & Poor's. La première, elle va de AAA à BBB. Ça s'appelle la catégorie investissement ou investment grade pour le jargon. Et la deuxième, ça c'est le côté obscur de la force, c'est justement le haut rendement, le high yield, et c'est de BB à D, D étant défaut. Voilà. Et donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la moyenne de tous les rendements, des surrendements, des primes de risque de crédit du high yield, justement. Donc, c'est le double B, le simple B, le double C. Donc, il y a beaucoup de notations. Alors, donc comme je vous l'ai dit, on trouve qu'il y a de l'intérêt dans les émergents. Maintenant, le contrariant. Le contrariant, c'est quoi? C'est dans cette catégorie, j'ai mis deux choses. La première, c'est je vais acheter au son du canon et vendre au son du violon. Je vais m'intéresser aux classes d'actifs dont personne ne veut, et à l'inverse, je vais faire attention aux classes d'actifs dont tout le monde veut. Donc, typiquement, on voulait aller plus loin sur, par exemple, toutes les actions liées à l'environnement, parce qu'on pense qu'il y a une vraie thématique qui est là, sauf que tout le monde le faisait en même temps. Donc, on s'est dit, attention, ça n'a pas raté, ça a baissé. Alors, on pense qu'à long terme, c'est plutôt bon. Je répondrai à Alexandre effectivement sur les obligations convertibles où effectivement c'est intéressant. D'abord, le sentiment de marché. On est en zone de surachat. Clairement, on est en zone de surachat. Ça veut dire qu'à très court terme, on pense qu'il va y avoir une consolidation. Alors là, vous allez me dire, alors faut arbitrer, il faut tout sortir. Non, là, on n'est pas ça. Sur de la gestion à moyen long terme, si vous sortez, mais on re-rentre quand?
Parce qu'une consolidation, ça peut être 3, 4%, 5, 6, 10, 12. Mais si vous dites, je sors et je rentre quand c'est à moins 10 et que ça baisse de 5, 6 et que ça remonte de 20, ben, vous n'avez pas fait une bonne opération. Donc, il faut vraiment se dire, est-ce que je pense que c'est un retournement de marché? On ne le pense pas vu la macro. Ou est-ce qu'il va y avoir une consolidation à court terme? On pense qu'il va y avoir une consolidation à court terme. Deuxième chose, dans le sentiment de marché, c'est un petit peu, non, c'est pas si complexe que ça. Ça, c'est une enquête. Vous regardez en rouge les niveaux de cash qu'il y a chez les investisseurs. Donc, quand on a un niveau de cash élevé, ça veut dire on a peur, on ne veut pas aller sur le marché. Quand on a un niveau de cash très bas, ça veut dire qu'on est hyper confiant dans le marché. Bon, bah, très clairement, là, vous voyez que c'est hyper confiant. Et à l'inverse, vous avez le niveau action qui est dans les plus hauts. Ce n'est pas des plus hauts extrêmes, mais on n'en est pas loin. Oui. Oui. Si maintenant, je regarde, bon, ça c'est un autre indicateur qui vous dit est-ce qu'on est en zone d'euphorie? Là, oui, hein, on est même beaucoup plus qu'en 99. Donc, attention. Également, j'aime beaucoup cet indicateur. Regardez l'échelle, le graphique du haut, en noir. On fait le rapport, on regarde les dirigeants d'entreprise, donc les cadres dirigeants d'une entreprise. Ils sont obligés de publier quand ils achètent ou ils vendent les actions de leur propre entreprise. Et vous regardez le rapport entre ceux qui vendent et ceux qui achètent. On est au plus haut depuis 25 ans sur les gens qui vendent les actions de leur propre société. Quand les cadres dirigeants vendent les actions de leur propre société, clairement, on est plutôt à un niveau de prix relativement élevé. Alors ça, c'est aux États-Unis. Et aux États-Unis, vous savez qu'il y a beaucoup de technologie. Donc, je continue à dire que la technologie US nous semble chère, même si, effectivement, peut-être que Google, Apple seront toujours des entreprises leaders dans 20 ou 30 ans, ou pas, ou il y en aura peut-être d'autres. Ou Facebook, est-ce que Facebook sera toujours Facebook ou est-ce que le fait qu'ils aient un peu vendu nos données, tout ça va changer. Enfin, c'est tout bête, mais de se dire, moi j'ai commencé sur les marchés en 99. Et en 99, on disait, mais bien sûr qu'il faut investir sur Yahoo. Yahoo, mais c'est pour les 30 ou 40 prochaines années, c'est un des gagnants de demain. Yahoo, ça n'existe plus, quasi plus. Donc attention, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Si demain on retrouve la propriété de nos données informatiques, Facebook ça vaut plus grand chose. Donc il faut faire attention avec des poncifs genre acheter les 10 actions pour les 20 prochaines années. Le sentiment de marché, là je vais passer, ça dit toujours la même chose. Donc vous l'avez vu, on commence à avoir des drapeaux rouges. J'appelle ça comme ça. C'est-à-dire des choses qui nous disent attention, il se passe des choses dans le marché qui peuvent nous faire dire qu'on est proche d'un retournement. Et notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu, le fonds, le hedge fund qui a fait faillite. Alors, ça c'est bien, ça a fait perdre d'argent, pas à grand monde, puisqu'en fait, c'était son fonds à lui. 30 milliards. Il avait un peu à perdre. Et finalement, qui c'est qui a perdu de l'argent? C'est les banques qui lui avaient prêté de l'argent. Donc, c'était Crédit Suisse, c'était Morgan Stanley. Donc, globalement, ça fait pleurer personne. Donc, ça passe un peu. Voilà, on s'en fiche un peu. Mais ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de leviers dans le marché, c'est-à-dire qu'il y a des positions avec des effets qui sont achetés à crédit, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les 30 milliards, hein, il avait 10 milliards, mais il jouait avec 30 milliards. Et ça dit, attention, s'il y a des petites choses qui commencent à aller mal, on pourra avoir plus de hedge funds comme ça qui font faillite. Alors maintenant, les risques. Coronavirus, vaccin, oui, évidemment, puisque troisième vague, pourquoi pas une quatrième, un variant, un variant sud-ouest français. Enfin voilà, on peut tout imaginer. On est en breton, hein, donc tout est possible. Hein. Effectivement, on parle aussi du variant en Tanzanie, il a 20 mutations. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Effectivement, il y a cette problématique-là. La problématique du Brexit. Je pense que c'est avant tout une problématique, on n'en entend plus parler tellement il y a d'autres problématiques avant, c'est une problématique plutôt britannique. La montée de la dette, parce que ça vous a échappé à personne, on nous parlait austérité, là on distribue centaines de milliards par centaines de milliards, il y a bien avoir un souci à un moment. Hein. Si les taux aujourd'hui c'est pas un souci, parce que la France emprunte à moins 0,10. Donc vous pouvez vous endetter, plus vous endettez, plus vous gagnez de l'argent, hein, donc ça va. Si les taux remontaient de 1%, ça veut dire 50 milliards d'intérêts de la dette par an supplémentaires. C'est énorme. Donc, attention. Mais ça, c'est plutôt un problème à moyen long terme. Les valorisations, je vous ai dit, on est plutôt cher quand même. Le consensus de marché est fort. C'est ce que j'appelle complaisance du marché. Et finalement, quelque chose qui peut paraître bizarre, mais de trop bonnes nouvelles économiques pourraient
faire baisser les marchés actions. Parce que trop bonne nouvelle économique, ça veut dire on va repartir en austérité, c'est-à-dire que les gouvernements vont dire bon, bah, c'est bon, ça va, j'arrête. Et les banques centrales vont assécher le robinet à liquidité. Et ça, ce serait pas bon pour les marchés financiers. Voilà. Donc, de trop bonnes nouvelles économiques ne seraient pas bonnes. Donc, avec tout ça, on fait quoi? J'ai envie de te dire, maintenant que tu nous as fait tout le constat, que justement, voilà, donc on fait quoi? Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait sur les recommandations? Il faut bien voir, mon propos n'est pas alarmiste. Donc, je suis là aussi pour vous dire, attention, regardez les points qui peuvent dérailler. Mais au global, on est quand même positif. Il y a des points très positifs. Le rebond de la macroéconomie avec l'arrivée des vaccins, les taux à zéro, les soutiens monétaires et budgétaires sont ultra puissants. C'est pour ça notamment que le marché rebondit. Mais le consensus est très fort, les valorisations sont élevées, comme je vous l'ai dit, et les taux sont en hausse, ce qui pourrait être un vrai problème. La conclusion, c'est positif, mais la situation est de plus en plus tendue, c'est clair. En action, on privilégie les émergents, d'autant plus qu'ils ont pas mal baissé dernièrement, et l'Europe. La diversification, on l'a fait autour plus de value, plus de cyclique. C'est les graphiques que j'ai essayé de vous montrer où on pense que le value reste pas cher alors que le croissance est cher. Mais à l'intérieur des choses qui sont, on va dire, les gagnants de demain, c'est comme ça qu'on les appelle, la santé et le digital, pour nous, ont de l'intérêt. La digital, c'est cher, faut pas se le cacher, mais la santé, c'est plutôt pas cher. L'environnement aussi, les planètes sont alignées. Je sais que c'est un poncif. Alors, dans les marchés, les planètes sont alignées, vous l'entendez à chaque fois. Mais là, pour le coup, on a des plans de relance verts aux États-Unis, en Europe et en Chine. Enfin, en Chine, c'est pas les plans de relance, c'est l'objectif de décarbonisation de l'économie à horizon 2060. Sur les obligations d'entreprise, les primes de risque, elles sont trop faibles pour compenser le risque. Donc, on oublie ça. Et je réponds à la question d'Alexandre, quid des obligations convertibles? Donc, c'est cette espèce d'hybride entre actions et obligations. Et en plus, vous citez un fonds qui a cartonné l'an dernier, qui a vraiment été très bon. Les obligations convertibles, je dirais par définition, c'est l'actif patrimonial par excellence. Parce que c'est une espèce de combo entre les obligations et les actions. C'est participer à une partie de la hausse des actions tout en ayant la sécurité de l'obligataire. Donc, nous, on pense que c'est vraiment c'est bien, mais en ce moment, les obligations convertibles, du moins en Europe, c'est à taux de rendement négatif. C'est-à-dire que vous achetez une obligation convertible, globalement, le coupon il est négatif. Alors, il n'y a pas de coupon, mais globalement, c'est négatif. Les obligations convertibles globales, internationales, peut être plus intéressant. Donc, pour répondre à la question d'Alexandre, non pour les obligations convertibles en Europe, plutôt oui pour le global et donc oui sur ce fonds-là. Et tu as une autre question, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est pourquoi ne pas privilégier les actions US alors que le plan de relance va fortement relancer l'économie? Alors, effectivement, j'aurais dû le préciser, quand on dit préférence pour l'Asie et l'Europe, c'est pas on oublie les US. Les US, dans l'indice mondial des actions, c'est 60%. Donc, si par exemple, dans les allocations, on avait 30 à 40% d'US, c'est une très très forte sous-pondération par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement. Donc, quand je dis préférence pour l'Asie et l'Europe, c'est plutôt de dire 35-40% d'US, 35% d'Europe et 30% d'émergents, si je devais caricaturer. Donc, en fait, il y a beaucoup d'US. Finalement, les US en étant fortement sous-pondérés, c'est la pondération numéro 1. Je suis désolé, ça c'est vraiment une réflexion très financière, très gérant, mais c'est comme ça qu'on fait. Je veux dire, bien entendu, quand je dis préférence pour l'Asie et l'Europe, c'est tellement ancré dans notre ADN de dire, bah oui, forcément, ça veut dire par rapport à tout US. Tu es en train de nous dire de toute manière qu'il faut une bonne diversification. Oui, c'est évident, c'est évident. Et de toute façon, quand je vous dis digital, un fonds digital, c'est 80, 70 ou 80% d'US. Hein. Oui, forcément. Donc, oui, tout à fait. Mais c'est une très bonne réflexion, Olivier, parce que c'est vrai que quand on est dans la gestion ou le conseil en allocation d'actifs, on est tellement, enfin, c'est tellement évident pour moi quand je dis préférence pour l'Asie et l'Europe que c'est, mais ça ne veut pas dire pas d'US. Et j'aurais dû le préciser, c'est une erreur de ma part. Merci de l'avoir noté. On va lancer, si tu veux bien, le petit sondage, si ça te va, à part si tu veux rajouter peut-être quelque chose avant. Non. Avant de lancer le sondage, je voulais justement, par rapport à tous les éléments techniques que tu nous as donnés, Pierre, ce soir, qui sont très intéressants, quid des fonds prudents dont on parle souvent, régulièrement,
suite à ce qu'on s'est dit ce soir, l'inflation, les risques inflationnistes, la remontée des taux potentiels, même si on a bien compris les mesures que tu as pu donner et que tout n'est pas fait pour que l'inflation remonte et donc que les taux remontent. Quid des fonds prudents dans les prochains mois, à ton avis? Alors, dans les prochains mois, je sais pas forcément, mais c'est une excellente question. Pour le coup, des fois, les financiers, on vous dit, on est un peu au tiède en disant ça peut monter, mais ça peut aussi baisser. Là, je vais être très clair. Les fonds prudents, pour moi, aujourd'hui, c'est les fonds risqués. Je m'explique. Regardez ce qui s'est passé en mars dernier. Les fonds dynamiques, ils ont perdu 30%. Mais c'est dans leur ADN, c'est logique. Les fonds prudents, ils ont perdu entre moins 10 et moins 15. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, un fonds obligataire, pour avoir un fonds prudent, vous voyez, lapsus révélateur, un fonds prudent, vous allez être obligé de mettre un peu d'obligation. Les taux sont à 0, voire négatifs. Donc, on met un peu de crédit, ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va aller vers un peu de high yield. Aujourd'hui, si vous faites ça, net de frais de gestion, ça veut dire que c'est une espérance de gain à 0. Par contre, si ça se passe mal, vous pouvez perdre 15%. Aucun intérêt. Donc, tu es d'accord avec nous que c'est en fait plus risqué aujourd'hui d'aller sur ce type de fonds pratiquement que sur des actions. Ah, tout à fait. Et pour vous dire, le cahier des charges pour les profils qui ont été demandés par le Centre du patrimoine, c'était de dire on enlève ces fonds prudents et on met plus de fonds euros, mais derrière plus de briques pures. C'est-à-dire, si on veut y aller, on y va en action, mais on remonte à la rigueur tant qu'on peut le fonds euro. On va dire utilisons-le jusqu'à la lie. Et alors, ça ne va pas durer 1000 ans, hein, mais utilisons-le jusqu'à la lie. Et par contre, mettons des briques risquées à côté, plutôt que de faire des fonds prudents qui, vraiment, à mon sens, sont risqués au final. Tu as une autre question de Lionel, c'est que pensez-vous de la composition d'indices MSCI World en termes de diversification dans le contexte actuel? Trop d'US, 66%, entre parenthèses. Alors Lionel, si vous m'avez suivi, oui, je suis d'accord que c'est trop. Mais après, il n'y a pas le choix. En fait, le MSCI World, c'est un indice par capitalisation boursière. Ça veut dire quoi? Ça représente juste le fait que les actions US n'ont fait que monter depuis 2009. Mais genre, quand je dis que monter, c'est du x3, x4. Ça dépend des indices. Et que dans le même temps, les actions européennes ont beaucoup moins monté, les actions émergentes ont beaucoup moins monté. Donc, le poids relatif des US dans cet indice est monté. Si je pouvais dire, pour ajouter quelque chose, c'est qu'en général, quand un secteur, une géographie, une typologie monte énormément dans les indices, en général, c'est le moment de la vendre. Et à l'inverse, c'est le moment d'acheter celle qui représente plus rien. Il y avait notamment, je me rappelle d'un fonds qui c'était son ADN, c'est quand un secteur atteignait son plus haut historique en termes de poids, il était à la vente. Ça a été le cas de la finance en 2007. La finance en 2007, c'était la techno d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le S&P 500, c'est 30 à 35% de techno. C'est-à-dire que le S&P 500, hein, c'est énorme. 30 à 35%. Les GAFAM, allez, je mets Microsoft avec, c'est 15% des actions mondiales. Enfin, c'est stratosphérique. Et en général, c'est le bon moment de les vendre. Voilà. Clairement. Mais encore une fois, hein, mon propos, vous avez compris, je ne suis pas un grand fan du style croissance et de la techno américaine, mais on est dans la diversification, on ne va pas tout jeter. Regardez, j'ai mis en avant le digital, hein, donc il ne faut pas non plus tout jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors justement, le sondage, c'était intéressant, c'était savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que à la fin de l'année, moi ça m'intéresse, à la fin de l'année, est-ce que vous pensez que les actions vont être plus élevées ou moins élevées? Bon là, je vous ai un peu biaisé peut-être, mais… Donc, dans le coup, je vous soumets le vote. Allez-y. Normalement, hop. Est-ce que tout le monde a accès au sondage? C'est bon, les réponses tombent. Donc, ça continue. Ça continue. Ça continue pour le moment. On a plutôt une tendance qui se dessine quand même. Hein. Oui, on a quand même une tendance qui se dessine. Donc, je ne sais pas si tu le vois, Pierre, sur le résultat. Donc, non, moi je ne le vois pas. Plus haut qu'aujourd'hui, grosso modo 50%. Donc, 50% des personnes, 52% même. Et après, ça stable et plus bas qu'aujourd'hui, ça se partage à 25% chacun. D'accord, intéressant. Donc, vous êtes dans le marché.
C'est ce que pense le marché. Globalement, c'est aujourd'hui ce que pense le marché au niveau des institutionnels, au niveau des conseillers et au niveau des particuliers. Oui, donc c'est une question qui a été posée par Karine. J'allais y venir. Donc, mais vas-y si tu veux. Pierre, je t'en prie. Je la lis. Donc, je la dis pour tout le monde parce qu'il y en a peut-être qui ne la voient pas. C'est vous conseillez donc de conserver des fonds euros en attendant de pouvoir se positionner ultérieurement sur d'autres supports lorsque le marché sera un peu plus raisonnable par rapport à la valeur réelle, c'est-à-dire économique d'entreprise. Tout à fait. Je ne peux pas vous répondre plus clairement. C'est tout à fait. Les obligations ne sont pas à jeter, mais aujourd'hui, le rendement des obligations, on en a mis dans les portefeuilles quand, par exemple, en mars-avril, les taux de rendement, comme j'ai essayé de vous le montrer sur ce graphique-là, hop, on va y arriver. Vous voyez, là, il y avait des choses à faire. Alors, c'est facile de regarder avec le rétroviseur. Là, tout le monde avait peur. Mais je vous parle d'avril, pas forcément de mars où on avait le pic. Mais quand on me donne du 8% au-delà des emprunts d'État et que j'ai des plans de relance, je me dis, oui, ça vaut le coup. Ouais. Alors, attention, je pense que la question de Karine était plus générale. Est-ce que concrètement, tu dis qu'aujourd'hui, il faut se mettre full euro et attendre? Ah non. Voilà. Non. C'était ça, la question, oui. Non. Full euro, non. Vous l'avez compris, on est raisonnablement positif. Hein, donc, full euro, non. Je pense qu'il y a des choses à faire. Mais plutôt que d'aller vers de l'obligataire classique ou des fonds prudents, ça, on dégage, on met plutôt plus de fonds euros, mais après, on met des briques pures. Hein. Attention. Hein. C'est ce qu'on disait. On a une partie donc, de fonds euros pour, entre guillemets, protéger le capital. On est d'accord. Et même avec le faible. Mais après, donc, mettre des briques pures, comme tu le dis, pour justement aller chercher quand même du rendement et qu'il y a encore des choses à faire aujourd'hui. Ce dont tu viens de nous expliquer. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, je ne crois pas. C'est ce que j'allais demander. Juste sur les recommandations, donc je n'avais pas tout à fait fini, enfin quasiment. Sur les obligations souveraines, on peut privilégier les obligations émergentes, je l'avais déjà dit. Et sur les matières premières, si la reprise cyclique continue à être forte, il faut privilégier les matières premières en général. Et on trouve également que tout ce qui est or et mine d'or, dans le scénario dont je vous ai parlé tout à l'heure, où l'inflation remonterait mais pas les taux, ça serait un actif très bon à avoir en portefeuille. Pour l'instant, c'est pas bon. Depuis le début de l'année, c'est un des seuls actifs qui est négatif. Mais il faut voir aussi que c'est un actif qui protège souvent dans la baisse. Oui, c'est ça. Alors, j'ai une nouvelle question. Alors, vous proposez des allocations. Dans la dernière reco du 23 mars, vous recommandez de vendre comme Gesmond pour acheter Erco Valor, c'est toujours valable? Alors, à partir du moment où il n'y a pas une nouvelle recommandation, ça veut dire que l'ancienne recommandation est toujours valable. Donc oui, tout à fait. Parce que justement, c'est par rapport à ce que tu disais. Et encore une fois, c'est pas du tout parce que là, c'est un bon exemple. Là, vous allez comprendre, c'est pas du tout parce que comme Gesmond est un mauvais fonds. C'est-à-dire que même comme Gesmond pourrait être dans une autre allocation. Mais là, c'est autre chose. C'est comme Gesmond, on l'aime bien toujours, mais on pense que c'est plus le moment d'en avoir et qu'on peut faire plus de performances sur un Erco Valor et qu'il y a plus de coûts à prendre sur un comme Gesmond, par exemple. J'ai une nouvelle question de Bruno. OK pour des indices plus hauts en fin 2021, mais ensuite, dans 5 ans, dans une optique long terme? Je dirais que Bruno, c'est la seule et unique question qui compte. Parce que quelque part, le sondage sur le CAC à la fin de l'année, moi, vous m'auriez posé la question, je ne vous aurais pas répondu. Parce que je vous aurais dit, j'en sais rien. C'est-à-dire que le CAC à la fin de l'année, c'est tellement volatile les marchés financiers, c'est très compliqué à dire. En revanche, dans 5 ans, dans 10 ans, oui, là, ça a plus de sens. Donc, comment vous dire? Je pense quand même, selon ce qu'on voit, on ne peut pas tenir sur des niveaux aussi élevés longtemps. Donc, le marché en globalité, je ne serai pas très positif à horizon 5 ans. En revanche, à l'intérieur de ce marché, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il y a des opportunités qui sont fortes. Regardez ce qui s'est passé en 2000-2003. 2000-2003, le marché s'est effondré. Mais là encore, le value a fait une performance positive de 2000 à 2003. Pour ceux qui s'en souviennent, les tricolores rendements, les centifolia, tout ça, c'est là où ils ont eu leur lettre de noblesse. Donc, c'est tout à fait possible dans un marché. Alors, dans un marché qui tombe de 50%, c'est compliqué. Hein. Mais 2000-2003, c'était un peu ça quand même. Donc, Bruno, je vous réponds sans vous répondre quelque part. Donc, je ne suis pas très positif sur le marché en globalité à horizon 5 ans. Du moins, je pense qu'on ne peut pas tenir sur des niveaux de valorisation comme ça. Ce n'est pas possible. Ça n'est jamais arrivé. En revanche, à l'intérieur du marché, il y a des choses à faire. Et cette stratégie, avoir beaucoup de fonds euros, des briques pures,
bah, ça veut dire qu'on a beaucoup de cartouches pour le futur, pour justement si le marché baisse. Et c'est ce que je disais, donc de toutes les manières, c'est vraiment, il faut être accompagné dans un marché aussi particulier qu'en ce moment. C'est vraiment très important. Tout à fait. On pourrait peut-être imaginer même un webinar futur sur gestion active, gestion passive. Ça fera partie des éléments, des questions qui peuvent être sous-jacentes par rapport à ce que tu viens de dire, parce que je pense qu'il va falloir avoir une gestion, justement une allocation très tactique dans les prochains mois et prochaines semaines. Le marché sera moins facile finalement que les 12 derniers mois qui viennent de s'écouler, même si on peut difficilement… Est-ce que vraiment le marché a été facile dans les 12 derniers mois? J'irai pas dire ça, Jean-Olivier. Moi non plus. C'est toujours facile de dire, c'est toujours facile quand on regarde dans le rétroviseur et quand on regarde et qu'on se dit, bon, finalement, les marchés en 12 mois ont fortement progressé. Donc, pour la gestion active, pour le coup, pour la gestion, passive, pour le coup, sur les 12 derniers mois, ça a été plus facile que les prochains mois, je le pense. J'ai une nouvelle question de Bruno. Et donc, on n'est pas en 2000 ni 2008 et ça continue à augmenter. Ou comme à ce moment-là, ça redescendra. Si j'ai bien compris, ça va peut-être monter encore quelques mois. Mais prudence, ensuite, on verra bien. Alors, moi, en fait, la réponse que je voudrais vous faire, c'est la grande question, c'est est-ce qu'on est en 98 ou en 2000? C'est-à-dire qu'en 98, les marchés étaient déjà chers, en 1998. 98, c'est important comme année. Bon, déjà, on gagne la Coupe du Monde, donc c'est important. Et 98, on a déjà beaucoup de gérants qui commencent à vous dire les marchés sont chers, la techno, c'est cher. Si vous sortiez des marchés en 98, vous ratiez de très, très belles années de hausse. Mais si on est en 2000, c'est maintenant qu'il faut sortir parce que là, ça va baisser. Donc, c'est tout le problème, en fait. C'est parce que c'est cher, oui. Est-ce que ça va baisser à un moment donné? Oui. Mais le problème, c'est qu'avec les soutiens monétaires et fiscaux qu'il y a en ce moment, ça peut continuer à monter, ça peut même partir en bulle. Et si vous ratez la bulle et la forte montée, c'est compliqué parce que, admettons, vous sortez maintenant. Le marché, il monte de 30 et après, il baisse de 40. Super, mais comme vous avez raté la hausse de 30, bah, vous ne gagnez pas vraiment, en fait. Donc, il faut être très… voilà, il faut faire attention. Mais en ce moment, oui, il faut faire attention. Alors, pour le coup, Pierre, je te remercie. On a à peu près tenu le timing. On a un petit peu débordé pour ce webinaire très intéressant. Non, tu m'as demandé 1 heure. Ça fait 59 minutes qu'il a démarré. Non. Oui, on est très bon dans le timing. On a eu pas mal de questions. On vous remercie à tous. Pour le coup, point important, Xavier Gérard n'était pas parmi les animateurs, mais on le remercie également. Il est également à votre disposition. Donc, Hélène, moi-même et Xavier, on se tient à votre disposition pour toute question complémentaire. Si vous aviez à la limite des questions complémentaires, bien sûr, et on n'avait pas les réponses, on se tournerait vers EOS Allocation pour avoir des compléments de réponse. On va vous soumettre une dernière question avant de se quitter ce jeudi 8 avril. Oui, si vous voulez bien. Donc, c'était le format du webinaire. Vous convient-il? Temps consacré, support, interactivité. Donc, voilà, je vous ai soumis. Pour le moment, j'ai du 100% oui. Je n'ai pas de non, donc c'est plutôt positif. Donc, pour information, on aura ce type de webinaire avec EOS Allocation 2 fois par an. Donc, rendez-vous est pris pour l'automne, en octobre. Et on sera bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions entre ces 2 dates. C'est ça. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose ou pour toi, tout est dit? Non, tout est dit. Vous remerciez de votre attention et puis j'espère avoir répondu à vos interrogations. Donc, merci à toi. Merci à tous. Surtout, n'hésitez pas. Donc, comme Jean-Olivier vous l'a dit, nous sommes à votre disposition pour les moindres questions, donc pour pouvoir répondre à tout ce que vous pourriez avoir à la suite de ce webinaire. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente soirée et puis donc je vous dis à la prochaine fois pour un de nos lives. Alors ce coup-ci, c'était Parlons Finance et donc la prochaine fois, on regardera certainement un autre sujet. Bonne fin de journée et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Hélène. Merci Pierre.